C'était pas franchement une surprise, mais on a le chiffre définitif du déficit de la France, du déficit public, du déficit de l'État. Regardez ce titre, c'était le site de France Info. Le déficit de l'État français a presque doublé en 2020 en raison de la crise sanitaire, donc la crise économique, qui s'est creusée au total de 85 milliards d'euros, passant de près de 93 milliards, ça c'est de 2019, à 178 milliards d'euros, 178,2. C'était très précis. Alors c'est un chiffre absolument colossal, mais en même temps, regardez, papier du Figaro, coronavirus, une facture finalement un petit peu allégée pour l'État en 2020. Et bien regardez effectivement la différence avec cette fois-ci ce graphique à la une des Échos aujourd'hui qui parle de véritable facture de la crise pour l'État. Donc 93 milliards, c'était le déficit public prévu initialement dans le budget 2020, avant la crise sanitaire. Pas plus tard qu'en novembre dernier, c'est pas il y a longtemps, hein, on s'attendait, le gouvernement va annoncer 223 milliards de déficit. Et bien bon, finalement, là, 20 janvier, l'exécution du budget de l'État pour 2020 révèle donc, je le disais, ce chiffre de 178 milliards d'euros. Ça fait une différence de, Anne-Sophie, de 45 milliards en moins de 2 mois. Absolument colossal. Comment on peut arriver à diverger? Alors en l'occurrence, c'est dans le bon sens, hein, on va s'en réjouir, et puis on peut peut-être imaginer qu'ils avaient pris une petite marge au niveau pour... C'est mieux d'annoncer un truc moins catastrophique que prévu que l'inverse, mais 45 milliards, c'est absolument colossal comme divergence. Ça montre bien qu'on est dans une période de flou complet et de difficulté absolue de ce métier d'anticipation, de prévision qui est notamment le vôtre. Tout à fait, c'est un métier très difficile en ce moment de prévoir. Alors c'est déjà une bonne nouvelle, c'est vrai que les institutions publiques ont toujours tendance à noircir peut-être un peu le tableau à ce qu'on appelle et ce qu'on aime bien appeler en économie l'anticipation des acteurs, c'est-à-dire que voilà, on prévoit un scénario assez noir et puis finalement si c'est mieux que prévu, c'est que 178 milliards, voilà, mesdames, messieurs. C'est plutôt positif. Donc c'est aussi au niveau de la confiance et au niveau de la psychologie, qui est quand même difficile en ce moment. Voilà, quelque chose qu'on peut comprendre. Il faut mieux être toujours dans le scénario le pire quand on fait les prévisions. Alors après, pourquoi cette bonne nouvelle? C'est là où il faut s'interroger. Ça questionne quand même de la bonne résilience de l'économie française. On l'a vu après le premier confinement, en juin, là aussi, on avait des perspectives de consommation en berne, et finalement, les Français ont beaucoup plus consommé que prévu, et à la rentrée, eh bien, on avait c'est décembre qui a été meilleur. Voilà, et on arrive à une récession différence moins importante que prévu. On l'oublie toujours, mais au début de la crise, en mars, le FMI, les grandes institutions étaient sur des récessions cette année à plus de 10%. Finalement, on sera à 4%. Donc c'est vrai que la prévision dans ce contexte... Au niveau mondial. Au niveau mondial. Oui, tout à fait. Parce que là, comme on parlait de chiffres français, je préfère préciser, on sera plutôt entre 9 et 10. Mondial, exactement. Donc c'est vrai qu'il y a un ajustement plutôt positif. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que l'économie française est beaucoup plus centrée sur les services, et c'est des secteurs qui ont davantage de résilience qu'en effet le secteur industriel. Et pendant le second confinement, eh bien, il ne faut pas oublier que l'appareil productif a continué. Je rappelle que la Chine ne sera pas en récession cette année, elle sera en croissance. On est déjà en 2021. En 2020, pardon. Elle ne sera pas en récession en 2020. Et donc tire, en effet, le commerce, l'industrie. Donc c'est vrai que pour les nouveaux confinements, eh bien, le processus industriel ne s'est pas arrêté. C'est les services qui ont été principalement affectés, mais là aussi, avec les systèmes de couvre-feu et de réouverture anticipée, et surtout, comme vous l'avez dit, la période de Noël, eh bien, finalement, entre guillemets, la casse a été moins importante que prévu. Vous anticipiez effectivement, globalement, que ce type de révision, tout à fait. révision à la baisse du déficit au public. regard de ce qui s'est fait après le premier confinement, on anticipait que c'était un peu un scénario noir, et qu'avec l'effet de fin avec de telles variations, de telles différences que alors, ces fameux 45 milliards là que je... Le problème, c'est qu'en effet, comme c'est toute l'économie, ou en tout cas des pans entiers de l'économie qui sont mobilisés, c'est vrai que les sommes sont toujours incroyables par rapport à ce qu'on a pu connaître sur un ou deux secteurs. Donc c'est vrai que c'est toujours des chiffres colossaux. Avant les révisions, c'était 1 ou 2 milliards. Voilà, maintenant, c'est 45 milliards d'un coup. 0,1, 0,2. Là, on est sur des sommes incroyables. Donc, bien sûr, ça peut paraître tout à fait énorme de se tromper à ce point. On se dit comment. Mais en effet, comme il y a un volume très important, c'est tout à fait normal. Et surtout, ça nous interroge sur 2021, où là,
il y a le confinement, il y a le couvre-feu, mais on aura peut-être une bonne capacité de résilience au deuxième trimestre, et notamment dans des secteurs très affectés, comme la restauration et autres, où vous pouvez avoir d'importantes défaillances d'entreprises qu'on va attendre. Je rappelle que même le taux de chômage en 2020 est resté à 8,5%. C'est vraiment cette année qu'on attend une hausse de 2 points. Donc c'est vraiment cette année, en gros, que les conséquences de la crise vont vraiment se faire sentir. Et donc pour ces entreprises de services, eh bien, si on a un fort rebond, on aura sûrement des créations d'entreprises importantes. Donc voilà, c'est quand même... Et évidemment, ça dépendra de la situation sanitaire, de la stratégie vaccinale. La stratégie vaccinale. Etc. Alors, le manque à gagner pour l'État dans un type de crise, c'est globalement plus de dépenses et moins de recettes. Sur les 80 milliards de différence, globalement, c'est moitié-moitié. Virginie, vous avez un profil un petit peu plus politique. Est-ce que vous imaginez qu'effectivement, dans les prévisions en novembre, là, le gouvernement est un petit peu chargé la barque pour être en capacité de dire finalement, c'est moins catastrophique que prévu? Écoutez, en termes de stratégie. Parfois, on se demande s'il faut être dans l'incompétence ou dans le calcul. Là, on ne sait pas très bien. On va espérer qu'ils l'ont fait exprès pour annoncer, soi-disant, une bonne nouvelle. Moi, je trouve que c'est une nouvelle catastrophique. Parce que... Laquelle? Que ce soit moins catastrophique que prévu? Non, ou que ce soit moins catastrophique que prévu, il n'y a pas besoin d'être grand les clair pour 178 se dire, milliards de déficit public, vous voulez dire. Mais arrêtons déjà de manier les milliards comme avant on maniait les dizaines de milliers d'euros. C'est quand même un problème. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de se dire? On est à 45 milliards près en quelques 2 mois. Et puis surtout, revenons avant la crise. On prévoyait un déficit de 93 milliards d'euros. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne là-dessus. À la limite, c'est plus celui-là qui vous préoccupe. C'est catastrophique pour moi. Ça veut dire qu'on a toujours à la tête de notre pays des personnes qui continuent à penser qu'on peut tranquillement présenter des budgets avec des déficits colossaux, parce qu'il n'y a pas de grande amélioration, malheureusement, du déficit public par rapport aux années précédentes. Et là, oui, si c'était la même chose, d'ailleurs. Non, mais attendez... Quand on regarde tendanciellement, d'ailleurs les années précédentes Échos le montrent très bien. Oui, alors on va faire un tout petit peu mieux une année, mais enfin le problème il est structurel. Il est qu'on creuse du déficit année après année et qu'on repousse sur les générations futures. Depuis plus de 45 ans. Oui, mais c'est quand même choquant. Excusez-moi de le dire. Je pense que les Français d'ailleurs ont le tournis quand on voit ces chiffres, surtout pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont victimes aujourd'hui du coronavirus et qui se disent on distribue des milliards, on ne sait pas très bien. Pour eux, qui souffrent moins d'ailleurs, quand même. On verra, vous savez, on fera le total. Moi, je regarde. Il y a les chiffres, il y a la macroéconomie et puis il y a le concret. Vous vous baladez dans les rues aujourd'hui de Paris et vous voyez des restaurants qui sont marqués fermés définitivement, à vendre, à louer. Donc on voit bien que l'économie, malheureusement, va trinquer. Il y a eu des mesures d'urgence, et je ne dis pas qu'il n'en fallait pas, mais ces mesures d'urgence, d'ailleurs, c'est très bien détaillé. C'est de l'ordre de 45 milliards dans les mesures d'urgence, le fonds de solidarité, etc. Alors que là, on parle d'un déficit avant Covid qui était prévu à 93 milliards et qui, in fine, va être à 122 milliards. Je reste convaincue qu'on se trompe d'objectif, qu'au lieu de croire que l'argent public peut être distribué allègrement, je note d'ailleurs que l'Allemagne a aussi subi une pandémie, a aussi dû faire face à des mesures d'urgence, mais au lieu d'être à 122% de son PIB en dette, eh bien, elle sera, selon les prévisions, entre 70 et 80%. Donc, on reste... Ce qui partait d'une situation avant crise qui était bien meilleure. Mais ce qui est très intéressant... Ils ont fait la même chose que nous, effectivement, comme le dit Virginie, ils n'ont pas pris la même chose que nous. Non. Ça se creuse encore. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'ils partaient de plus bas, mais même pendant le Covid, nous, on passe à 122%. Donc, on a pris quasiment 20 points. 20 points. La moyenne européenne. 15. Oui, mais je veux dire, à force de manier les concepts comme ça... Ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, c'est beaucoup de milliards. Mais évidemment. Donc, arrêtons de se cacher. Alors, je comprends l'effet d'annonce formidable, c'est beaucoup mieux que prévu. La résilience, et vous avez tout à fait raison, on se réjouit... Alors, personne n'a dit formidable, c'est moi qui lance le débat sur le thème. C'est quand même titré comme finalement moins que prévu. Ok. Le fait qu'on soit une société de services, c'est vrai que pour cet indicateur-là, c'est positif. On va pleurer quand même quand il s'agira de la désindustrialisation de la France, et là encore si on se compare à l'Allemagne. Néanmoins, moi ce qui m'affole, c'est qu'au fond, on prend les mêmes et on recommence. On a une gestion de l'argent public qui n'est, de mon point de vue, pas acceptable, et surtout qui fait porter sur les jeunes générations la triple peine. On voit les manifs étudiants qui sont en désespoir parce qu'ils ne peuvent pas suivre les cours en présentiel.
il y a le problème de l'embauche et de la crise économique qui va faire que ces jeunes vont avoir une immense difficulté à être embauchés, voire à être embauchés à des salaires beaucoup plus bas. Ils auront beaucoup de mal à rattraper. Et triple peine, la dette est creusée, là encore, avec cette gestion quand même de l'argent public qui est, de mon point de vue, celle de gens qui ne se rendent pas toujours compte de la dureté de gagner sa vie et de joindre les deux bouts à la fin du mois. Allez-y. Si je peux revenir par rapport à ça. Déjà, le déficit public, je rappelle que dans le pacte de stabilité et de croissance, il y a 3% de déficit. Pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas le déficit. Un État, ce n'est pas un particulier. Il y a jusqu'à 3% de déficit. Voilà, c'est pas une obligation. Malheureusement, on dépasse les 3%. Ouais. Tout à fait. Mais il y a quand même un déficit qui est prévu. Pourquoi ? Parce que justement, comme je le disais, un État, ce n'est pas un particulier, ce n'est pas une entreprise. Il y a un bon et un mauvais déficit. Pourquoi des fois vous voulez faire du déficit ? Si en effet vous investissez dans l'avenir, si vous réformez, si vous investissez dans plein de secteurs, on parle de réindustrialiser, etc., il faut de l'argent public. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais le déficit public a été creusé. À quoi il sert ? Avec assez peu d'investissement, si je puis me permettre. Non, par exemple, en investissement immatériel, on a les taux les plus élevés d'Europe, d'ailleurs beaucoup plus importants qu'en Allemagne. Donc ça dépend des catégories d'investissement quand vous regardez les chiffres de l'INSEE. Donc ça déjà globalement. Et par rapport à l'Allemagne, on dit avant la situation de la crise, regardez la croissance allemande, regardez les prévisions de croissance allemande. Avant la crise, le taux de croissance en Allemagne était inférieur à celui de la France. Leurs perspectives de croissance potentielle pour les 10 prochaines années sont inférieures à celles de la France. Pourquoi ? Parce qu'on c'est vrai, mais ils ont moins de chômage, Sophie, donc on peut dire que l'Allemagne ne marche pas, mais globalement, ils ont moins de chômage, plus d'industrie, et ils sont plus riches que nous. Je nuance pour expliquer un peu les ressorts qu'on compare tout le temps, donc il faut remettre dans le contexte global. Ce qui est intéressant, c'est de comparer par rapport... Là, on essaye de nous faire croire qu'en gros, c'est l'effet pandémie. Donc je me permets simplement de dire que la pandémie n'a pas touché que la France. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'effet pandémie et la façon même dont les États ont réagi face à la pandémie n'est pas la même. La façon dont on dépense notre argent, par exemple, on se glorifie souvent... Comme vous disiez, l'effet pandémie, on fera le bilan un peu plus tard, parce que globalement, c'est tellement mouvant. Mais quand on se glorifie d'être le pays qui vient le plus en aide des restaurateurs... Oui, mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique, mais justement... On ne dit pas qu'on est les moins bons quand on passe à la télévision. Mais c'est bien dommage qu'on ne soit juste pas dans l'objectivité. C'est au lieu de se glorifier, d'être soi-disant les meilleurs, regardons à la fin, et malheureusement, on comptera les dégâts. N'aurait-il pas mieux valu laisser des petits commerces ouverts avec un protocole sanitaire contraignant mais facile à mettre en œuvre pour des petites superficies qui laissaient entrer un nombre de clients contingentés, plutôt que... le cas maintenant. Oui, mais on a quand même fermé, rappelez-vous. Oui, mais là encore, le vrai sujet est ne peut-on pas faire mieux ? C'est ça qui m'intéresse. Et je trouve que parfois on a une petite tendance quand même à considérer que c'est de l'argent public, hein, on lit encore c'est gratuit, c'est l'État. Non, c'est pas gratuit, c'est l'argent des contribuables et des générations futures. Donc on devrait, me semble-t-il, avoir les meilleurs en termes d'optimisation de la dépense. Et je trouve que malheureusement, c'est pas ce qui se passe dans notre pays depuis longtemps. Hein. C'est pas qu'un sujet politico-politicien. C'est aussi un formatage, une façon de penser. Moi, je préfère que les gens travaillent et gagnent de l'argent avec leur travail plutôt que de prendre le risque zéro, le sacro-saint principe de précaution et laisser les gens chez eux avec des pansements, avec des aides qui n'éviteront pas malheureusement la détresse économique et la détresse psychologique de toutes ces personnes. Donc, déjà, si je peux réagir par rapport, en effet, en Allemagne, déjà, c'est des modèles de croissance qui sont différents, parce que, comme vous l'avez dit, certes, l'Allemagne est plus industrialisée, mais du coup, c'est pour ça qu'ils ont été plus touchés en 2019 par la crise commerciale, et c'est pour ça qu'ils ont moins de croissance potentielle. L'avantage de la France est dans les services, c'est que l'Allemagne a été moins touchée en 2020, mais ses capacités de rebond en 2021 sont inférieures à celles de la France. Donc, juste... Mais ça, c'est vrai, quand on est tout au fond de la piscine, on peut imaginer qu'on va remonter plus vite. Oui, mais à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a un chiffre négatif en 2020, donc c'est l'Allemagne est mieux, puis quand l'Allemagne est moins bien à 2021, il faut voir dans l'ensemble et comprendre pourquoi c'est comme ça et quels sont les sous-jacents. Donc c'est des modèles économiques différents. L'Allemagne basée pour l'industrie qui est plus dépendante de la Chine et en effet qui a plus, on va dire, été impactée quand les usines ont été fermées, et l'Allemagne et la France qui est plus sur les services, donc qui prend plus, comme d'ailleurs l'Italie et l'Espagne, mais par contre qui ont une capacité de rebond supérieure. Donc c'est juste différent. C'est pas mieux ou moins bien. Pardon, mais je pense que quand même, quand on rapporte la dépense publique
au service public, à l'efficacité de la dépense, on peut quand même à certains moments se demander si au niveau de la santé, alors qu'on dépense beaucoup, est-ce qu'on a été dans l'efficience? Au niveau de l'éducation, est-ce qu'on est dans l'efficience? Au niveau du régalien, au niveau de la police, de la justice? Oui, mais je pense qu'il y a l'effet Covid et déjà, c'était mon point, c'est que je pense qu'il faut arrêter que l'arbre cache la forêt. Ce serait trop simple au fond de dire effet Covid, on a eu une pandémie, le désastre. Le quoi qu'il en coûte, pardon, mais ça aussi c'est un fait politique. Moi, je crois que ce n'est pas un service qu'on rend ni au pays, ni aux générations futures, ni aux générations actuelles, parce que le quoi qu'il en coûte va faire beaucoup de dégâts. Et donc, c'est un parti pris politique. Et là, je pense qu'on peut se comparer. C'est sain de se comparer. Moi, je crois qu'on ne se compare pas assez. On a le droit de se glorifier à certains moments. On a aussi le droit de se dire que d'autres sont plus ingénieux. Regardons ce que fait Israël sur le vaccin, c'est intéressant. Regardons ce qu'a fait la Pologne sur l'ouverture à des heures différenciées selon votre âge. Enfin, allons chercher les bonnes idées ailleurs et arrêtons de croire qu'on fait tout bien. Moi, je crois que quand on se compare, on peut aller chercher des bonnes idées ailleurs et que c'est pas inintéressant de voir que d'autres pays s'en tirent mieux. Alors, il y a toujours moins bien, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi ceux qui ont fait mieux. Et là, franchement, en termes de déficit public, on a à être hyper dans l'humilité, parce que honnêtement, ça fait longtemps que ça dure. Alors la pandémie n'a rien arrangé, je vous le concède, mais c'est quand même dommage qu'on parte de si bas et que encore cette année avant Covid, on était à moins 93 milliards. Complètement. Mais ce déficit public, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui finance. Il finance les retraites, ce qui explique le vieillissement de la population. Si vous voulez endiguer le vieillissement de la population, économiquement, vous avez deux solutions. Augmenter le taux de natalité par femme. Aujourd'hui, il est juste à la moyenne. Il faudrait être à 3 enfants par femme pour justement équilibrer ces fameux... en 2020, oui, plus bas, niveau le plus bas depuis 1945. C'est trop faible, donc, ou faire de l'immigration. Bon, malheureusement, c'est deux domaines qu'il faudrait vraiment faire de manière importante s'il voudrait y avoir plus de croissance potentielle et financer les retraites. Donc si demain, vous voulez en effet baisser massivement le déficit public, eh bien, vous changez le système de financement des retraites. En effet, vous augmentez l'âge de départ, vous baissez les pensions, mais en tout cas, c'est un des postes les plus importants. Allez, on va pas faire la sécurité sociale. Mais ce n'est pas le seul. On peut aussi créer de la croissance, on peut aussi mieux gérer l'argent public, on peut éviter de la gabegie, on peut arrêter de croire que l'impôt est le seul ressort et les taxes. Ça, on est tout à fait d'accord, mais quand vous regardez le budget, c'est ça que finance le déficit, c'est les retraites et la sécurité sociale. Donc si vous voulez vraiment baisser de 93 milliards, c'est ça qu'il faut supprimer. Je rappelle qu'il était prévu une grande réforme des retraites, non pas parce que c'était une lubie, le vieillissement de la population. C'était absolument nécessaire, que le candidat de droite avait eu le courage d'expliquer que non seulement ce serait nécessaire, mais qu'il faudrait décaler le départ, l'âge de départ à la retraite. Macron a promis autre chose et in fine, on aura un quinquennat sans même le début du commencement d'une réelle réforme des retraites, ce qui est calamiteux pour l'avenir et de nos dépenses publiques. Les vrais sujets de dépenses publiques. Exactement. Allez, vous êtes d'accord. Et je regrette qu'on ne l'ait pas fait avant Covid. Voilà. La question apéro est devenue le premier débat de la soirée. C'est une première. Voilà, 20 minutes sur la première question. Bravo, merci. Comment on finance un déficit avec de l'épargne? On parle épargne tout de suite.